Re-bienvenue dans cette troisième partie, dans le fond, dans le troisième chapitre, qui est la dernière qui va conclure le mini-class sur acheter avec ou sans mise de fonds. Et dans cette partie, on va regarder d'utiliser un prêteur privé pour la mise de fonds pour faire l'acquisition de son premier immeuble à revenu. Est-ce que ça fait du sens ou non? On va regarder ça ensemble. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, je parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui t'interpellent, considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui va se conclure la troisième partie de 3 chapitres sur acheter avec ou sans mise de fonds. Dans la première partie, pour ceux qui n'ont pas vu la première et la deuxième partie, je vous conseille d'aller les voir parce que les 3 chapitres se suivent, évidemment, si c'est 3 chapitres. Mais parce que dans la première partie, on a regardé est-ce que ça fait du sens d'acheter ou non avec sans mise de fonds. Quels sont les prérequis, comment ça fonctionne avec les banques. Dans la deuxième partie, on a regardé la remise en argent, le fameux terme appelé kickback. Parce que beaucoup de personnes se disent, bon, ben, OK, mais au pire, je vais trouver la mise de fonds et je vais utiliser le kickback pour rembourser ou pour redonner la mise de fonds. Comme ça me permet de faire une acquisition. Est-ce que ça fait du sens? Quelles sont les contingences? Pas les contingences, mais quels sont les critères ou les conditions qui viennent avec cette stratégie-là? Et dans les 2 premiers chapitres, sincèrement, restez jusqu'à la fin parce que je vous fais des scénarios, je vous donne exactement qu'est-ce qu'il faut, comment qu'on fait, c'est quoi l'impact. Et dans cette troisième partie, justement, encore une fois, restez jusqu'à la fin. C'est correct si vous avez quoi que ce soit, vous avez dû mettre pause, mais encore une fois, je vous suggère que pour les 3 chapitres, restez jusqu'à la fin parce qu'encore une fois, je fais des scénarios, je vous donne leur juste, je vous dis exactement quel est l'impact dans les moindres détails. Mais pour cela, il faut rester jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Donc, commençons avec la question, parce que aussi pour ceux qui tombent sur la première fois sur un des mini-classes sur cette version de mini-classe sur 3, divisé en 3 chapitres, je fais des questions-réponses. Je réponds à des questions qui me sont souvent posées à travers tout. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. C'est bonjour Chris. Merci pour ces informations. Est-ce que vous pouvez faire une capsule expliquant comment se lancer dans l'immobilier? Plus précisément, comment acheter son premier duplex à partir d'un emprunt privé? Est-ce que c'est rentable ou non, vu que les taux d'intérêt d'un prêteur privé est plus élevé? Merci. Donc, nous allons regarder ensemble l'impact, l'implication de si on était pour utiliser un prêteur privé. Mais, comment je vais le faire? Je vais vraiment vous décortiquer quels sont les prérequis pour utiliser un prêteur privé et dans quelles conditions on utilise un prêteur privé. Et juste avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous faire comprendre que aussi, tous ces points-là dans les 3 chapitres, là, c'est une vidéo sur YouTube. Je ne peux pas passer des heures à vous expliquer chaque virgule, chaque notion. J'ai pas l'opportunité de rentrer en profondeur. Mais dans ma formation gratuite et dans ma formation payante, je rentre deep en profondeur, deep dive. On regarde le tout, je vous explique dans quelles conditions, comment l'appliquer, etc. Là, je vous donne un aperçu qui vous donne quand même le edge, qui vous donne déjà une longueur d'avance pour bien comprendre ces concepts-là. Donc, avant tout, la base du prêt privé.
dans quelles conditions, comment qu'on utilise un prêteur privé? Un prêteur privé, pour commencer, il va avoir des frais d'ouverture de dossier qui vont se baser entre 1 à 2, peut-être même 3%, tout dépendant le dossier, la situation, le projet immobilier. OK? Et j'aimerais vous apporter cette nuance-là. En dehors du prêt privé pour des petits prêts, oui, vous pouvez trouver des prêteurs privés pour des 10, 15, 20 000, 30 000, pour des montants en bas de 50 000. Vous pouvez trouver ça. Mais je vous ai expliqué quel est l'impact ou comment on peut l'utiliser. Mais quand c'est pour des plus gros prêts, des 100 000, 200 000 et plus, généralement, le prêt privé va être utilisé pour des projets immobiliers. Ce n'est pas pour faire une acquisition qu'on va garder sur le long terme sur notre nom personnel. Ce n'est pas non plus pour une propriété résidentielle propriétaire occupant. Non, jamais de la vie. Le prêt privé, c'est pour des projets immobiliers. C'est pour du quick in and out. Si vous voulez utiliser un prêteur privé, vous allez devoir avoir une propriété à mettre en garantie, même pour des petits prêts. Je vous donne une anecdote. J'étais avec un prêteur privé et il m'expliquait qu'un de ses amis, l'ami qui lui a fait connaître le prêt privé et rentrer dans le prêt privé, ce gars-là, il se spécialise dans les petits prêts. OK? Comme que je viens de dire, du 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. OK? Et puis souvent, ça va être pour rembourser des dettes, des choses comme ça, ou for whatever reason. Mais cette personne-là, il m'expliquait que ce prêteur privé-là, il est zéro stressé dans la vie. Il prête l'argent, mais à toutes les fois, c'est sûr qu'il va mettre un deuxième rang. Qu'est-ce qu'un deuxième rang? C'est que les banques, lorsque vous allez mettre une hypothèque sur une propriété, une institution financière sera toujours en premier rang, qui veut dire que c'est eux autres qui ont le premier droit de veto, si je peux dire ça comme ça. S'il y a un remboursement, c'est eux autres qui vont être payés en premier. En d'autres mots, c'est ça que je voulais dire. Mais ce prêteur privé-là, pour des petits prêts, il va se mettre en deuxième ou troisième rang. Il n'y a aucun problème de se mettre en deuxième, troisième rang, c'est des petits prêts. Et même quand la personne tombe à défaut de paiement, il n'est pas stressé, il ne lui court même pas après. Parce qu'il sait que la journée que la personne va faire un refinancement ou que la personne va vendre la propriété va bloquer parce que lorsqu'une propriété doit être vendue, lorsqu'il y a une passation de titre, une propriété doit être libre de toute dette, qui veut dire que toutes les dettes qui sont rattachées à la propriété doivent être clairées. C'est pour ça que lui, il n'est même pas stressé, il n'appelle même pas les personnes. Lorsque la personne commence à ne pas arrête de le payer, il ne les court même pas après. Il n'envoie même pas des bandits aller cogner à leur porte ou quoi que ce soit. Il n'est même pas stressé et il ne les stresse même pas. Par contre, la journée qu'il y a un refinancement, la journée qu'il y a une vente, le notaire a l'obligation de l'appeler, lui demander quelle est la totalité de la dette si on rajoute tous les intérêts depuis le non-paiement jusqu'à aujourd'hui. Il envoie sa facture et c'est garanti qu'il est payé. En d'autres mots, que ce soit pour des petits prêts, que ce soit pour des gros prêts, lorsque vous allez utiliser un prêteur privé, vous devez absolument avoir une propriété qu'il y a une équité intéressante aux yeux du prêteur privé. Une petite nuance à apporter, c'est que pour la propriété à mettre en garantie, ce n'est pas obligatoire que la propriété soit votre nom, ce n'est pas obligatoire que la propriété soit un proche. Tant que la personne qui a tant que vous êtes en mesure de trouver une propriété qui a une équité disponible et que la personne est d'accord de la mettre en garantie pour vous, ça va répondre à cette condition-là. Aussi, c'est sûr que ça va venir avec une collatérale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, on a une propriété qui a une équité disponible. Dans le fond, le prêteur privé peut utiliser cette propriété-là comme collatérale, comme garantie pour faire une autre acquisition. Aussi, il va y avoir un ratio prêt-valeur, qui veut dire que l'équité disponible doit être minimum de 25 % si ce n'est pas 30 %. Dans un cas comme ça, souvent les prêteurs privés, comme en ce moment, en 2024, avec l'incertitude, les doutes, certains prêteurs privés vont aller jusqu'à du 70-65 % de ratio prêt-valeur, qui veut dire que la propriété doit avoir une équité de 30, de minimum, je vous dirais 25, 30,
35, des fois même 40% d'équité. Et la différence, c'est qu'est-ce que la personne doit comme hypothèque sur la propriété. C'est là qu'on va pouvoir utiliser la propriété comme garantie, comme collatéral. Aussi, lorsqu'on utilise un prêteur privé, il y a une durée limitée. Généralement, c'est des prêts de courte durée. C'est maximum 1 an ou moins. Donc, c'est pas pour, encore une fois, vous acheter une propriété résidence personnelle que je vais l'habiter puis je vais prendre un prêt privé. Ce n'est pas non plus parce que je vais utiliser le prêteur privé puis je le rembourse, je le paierai puis je trouverai une façon de le rembourser à un moment donné. Non, ce n'est pas dans n'importe quelle condition qu'on utilise un prêteur privé. Encore une fois, je me répète, mais c'est très uniquement pour des projets immobiliers. Et aussi, il va y avoir des traits variant entre 10 à 13%, tout dépendant de la raison du prêt, tout dépendant le type de projet. C'est là ça qui va déterminer le pourcentage aussi, il va y avoir d'autres conditions aussi, la propriété qui est mise en garantie, blablabla. Tout ça va venir impacter quel genre de taux d'intérêt que vous allez recevoir par le prêteur privé. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il vous faut absolument, avant de rentrer dans un prêt privé, dites-vous qu'un prêteur privé va vouloir savoir quelle est votre porte de sortie. Si je vous prête X montant d'argent, OK, votre plan initial, c'est de faire un flip, c'est pour acheter une propriété. Après ça, on va aller la refinancer avec une institution financière traditionnelle. Déjà qu'il y a la loi 248, je ne veux pas m'attarder là-dessus, j'ai des vidéos qui s'en viennent là-dessus. Mais ceci étant dit, il va vous falloir, si c'est pour aller se refinancer avec une autre institution financière, si c'est pour revendre la propriété rapidement, peu importe, vous devez avoir une porte de sortie, dans le sens que si le plan A ne fonctionne pas, quel est votre plan B? Quel est votre plan C? Ça aussi, ça va venir affecter le type de prêt, le type de taux d'intérêt que vous allez avoir. OK? Puis il y a d'autres conditions aussi, mais en majeure partie, c'est cela. Donc, l'utilisation de prêteurs privés, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais aussi si on peut rentrer plus en profondeur, ceux qui utilisent les prêts privés vont être des gens qui font du sauvetage immobilier, ceux qui font de la location-achat pour des gens qui sont sur le bord de perdre leur propriété, mais qui ne veulent pas perdre la propriété. Ils vont aller avec du location-achat, qui veut dire qu'ils vont trouver un prêteur privé qui va leur financer la propriété, qui vont racheter la propriété, la financer, ils vont payer un taux d'intérêt, ils vont redresser leur crédit pour aller se refinancer avec une banque à l'intérieur de 1 an. Ou encore une fois, comme je l'ai mentionné tantôt, pour des projets, construction neuve, flip, conversion, développement, ou pour des projets, des propriétés que les banques ne veulent pas financer, mais que vous avez une expertise ou que vous connaissez les experts, vous avez les connaissances, les habiletés, vous êtes entouré des bonnes personnes pour venir réparer cette problématique-là, qui va faire en sorte qu'une fois le problème est réglé, soit vous allez revendre la propriété, soit vous allez aller vous chercher un financement traditionnel et c'est avec le prêteur privé que vous allez être en mesure de mettre la main sur ce type de propriété-là, ce type de produit-là, que, en d'autres mots, encore une fois, qui n'est pas finançable avec une banque, mais que une fois la solution apportée, boum, vous n'aurez aucun problème, soit à revendre le bien ou à aller vous financer avec une banque traditionnelle. Et aussi l'endettement. Pour des gens qui ont beaucoup d'équité disponible sur une propriété, mais qui ont beaucoup de dettes, tant qu'à être avec des compagnies comme Fairstone ou des compagnies qui vont vous financer à proche de 30%, les prêteurs privés peuvent vous faire des prêts beaucoup plus intéressants, OK? Encore une fois, avec une porte de sortie, avec une propriété que vous pouvez mettre en garantie, vous n'aurez pas de problème à aller vous chercher justement à aller régler cette situation-là. Si vous avez besoin de d'autres informations, sincèrement, petite parenthèse, si vous avez besoin que je vous mette en contact avec un prêteur privé parce que vous êtes dans une situation, vous vivez quelque chose de compromettant et que peut-être la solution d'un prêteur privé pourrait être une solution, contactez-moi, allez dans le lien en bas de cette vidéo pour que je puisse vous mettre en contact avec les bonnes personnes, pas des charlatans, mais les gens qui vont réellement pouvoir vous aider. Et aussi, pas de financement traditionnel possible, comme que je viens de le mentionner. Vous n'êtes pas en mesure d'aller vous financer avec une banque. La propriété, elle a passé au feu, elle est complètement vide. Il y a justement un pieutage, elle a
un problème de moisissure, que les banques ne veulent rien savoir, le prêt privé peut être une très bonne solution. Encore une fois, cliquez dans le lien en bas de cette vidéo, dans la description, pour entrer en communication avec moi si vous avez un projet et que vous voulez voir la viabilité de ce projet-là avec un prêteur privé. Regardons des calculs de mensualité. Je n'ai pas mis de photo, mais j'ai pris des chiffres réels d'un duplex, OK? Un duplex qui est acheté à 400 000. Parce que rappelez-vous, la question initiale était si peux-tu me faire un exemple, peux-tu m'expliquer l'utilisation d'un prêteur privé pour la mise de fonds, pour l'acquisition d'un duplex? Donc, prenons un duplex à 400 000, OK? C'est un exemple. À 400 000, les taxes municipales de ce duplex-là est de 3 195 $ par année. On le divise par 12, ça va vous donner le montant de la mensualité si les taxes sont incluses dans l'hypothèque. L'assurance habitation, généralement pour un duplex, ça va tourner dans les alentours de je vous dirais, dans les alentours de 200-250 $. Donc, l'hypothèque, si on calcule l'hypothèque avec un taux d'intérêt, on va dire un taux d'intérêt moyen de 5,5, 5,50, ça va donner des mensualités de 2 929 $ par mois. Donc, à 400 000, les taxes, incluant l'assurance habitation, on est dans les alentours de 2 929 $ par mois. OK? Et si on enlève les paiements de ça, moins les loyers, on a un loyer de 740 $, puis vous allez louer le rez-de-chaussée à 1400, ce qui est quand même intéressant, mais vous aviez un loyer pas super intéressant dans le bas. On a des mensualités de 2140 $ qui fait que vous avez un déficit de 789 $ que vous devez sortir de vos poches à tous les mois. OK? Et 789 $ de déficit, ça, c'est sans compter les coûts fixes de la vie. Internet, Hydro-Québec, votre cellulaire, l'auto, votre obligation de voiture, l'assurance liée à la voiture, l'épicerie, les activités, le gym, les abonnements, etc. Je n'ai même pas compris le Uber Eats. Blablabla. Comme vous comprenez le principe, là. Ça ne comprend même pas les coûts fixes, là. Ça, c'est juste l'hypothèque lié. Puis ça, c'est un duplex. Fait que si c'était une maison, votre totalité de l'hypothèque serait de 2 929. Le fait que vous avez des revenus que vous avez soit loué les deux parties, ben, même avec des loyers qui sont quand même potentiellement à jour, vous êtes à 789 $ de déficit. Regardons maintenant avec un prêteur privé. Si on était pour utiliser un prêteur privé pour financer cette propriété-là, OK, prix d'achat à 400 000, les taxes municipales, 3 195, comme je l'ai dit tantôt, l'assurance habitation, 250 000, ça c'est des coûts fixes qui ne changent pas, vous pouvez les négocier pour l'assurance habitation, mais pas les taxes. L'hypothèque, si on était pour financer avec un prêteur privé, l'hypothèque de 12 % vous donnerait une mensualité de 4 594 $ par mois. Donc, si on inclut les mêmes loyers, parce qu'on a les mêmes loyers, ce n'est pas parce qu'on a utilisé un prêteur privé que ça va venir changer quoi que ce soit. Au contraire, c'est juste une solution pour aller chercher un financement. 740 1400 $ pour les loyers. Vous allez collecter 2140 $ par mois. Vous allez vous retrouver avec un déficit de 2454 par mois. Sans compter les coûts fixes. Pouvez-vous voir juste là, sans compter les coûts fixes, Internet, Hydro-Québec, cellulaire, blablabla, est-ce que ça fait du sens d'utiliser un prêteur privé pour venir financer une propriété que vous allez garder sur le long terme? Si c'est un projet immobilier, dites-vous que même là, pour financer, utiliser, pour acheter, puis juste le garder en locatif, ça ne fait aucun sens. Alors, est-ce que vous pouvez voir la nuance que si on est pour payer 4 594 par mois, c'est parce que le gain qu'on va faire ou la solution que le prêteur privé vient nous apporter pour faire l'acquisition du bien, c'est parce qu'on va gagner beaucoup plus. Il va avoir un plus gros apport, un plus gros gain au final que de payer 4 594. Encore une fois, avant de dire qu'on va s'embarquer avec un prêteur privé, dites-vous une chose qui est simple. Il faut se faire un plan de match.
C'est quoi la propriété que j'en garantis, combien que je peux débloquer là-dessus, combien je vais pouvoir utiliser, le type de projet que ça va me permettre d'aller financer, quelle sera ma porte de sortie, combien que j'ai besoin pour le projet. Puis quand je vais utiliser la porte de sortie, que ce soit la A, la B, la C, boum, je vais être rendu à telle étape, puis ça va me générer X montant d'argent, puis je vais pouvoir leverage cette propriété-là pour faire X, Y ou Z. Vous comprenez un petit peu le principe? Pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui a acheté une propriété, OK, mais il l'a rénovée au complet en utilisant... Non, il a acheté une coquille de bâtiment, puis il a fait la construction avec le prêteur privé, OK? Puis même lui, il me disait à chaque fois que le prêteur privé l'appelait, là, il fallait qu'il sorte des 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, parce qu'en plus, il y avait les coûts de construction, il y avait les dépassements de coûts, il y avait ci, il y avait ça. Puis dites-vous que c'est une personne qui avait plusieurs propriétés, qui avait les reins solides financièrement, puis qui avait beaucoup de liquidités. Mais même lui me disait, Chris, à chaque fois que le prêteur privé m'appelait, là, c'était 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Comme, même lui, c'était stressant. Mais il a fait de la construction de la propriété. Puis le coût de construction, ça lui a coûté environ dans les alentours, si je ne me trompe pas, dans les 600 700 000, pour qu'une fois que la construction terminée, il a fait réévaluer la propriété, puis la propriété a été évaluée pour 1,4 million. Déjà là, il a fait un 3. Fait qu'avec le financement, au final, il a remboursé le prêteur privé et la différence est restée dans ses poches pour aller faire d'autres projets. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on utilise un prêteur privé et non pour aller acheter une propriété en tant que propriétaire occupant ou comme investissement qu'on va garder sur le long terme. Là, prenons un exemple de quelqu'un qui a utilisé une banque traditionnelle, qui s'est arrangé pour pouvoir se qualifier et financer la propriété avec une banque traditionnelle, mais que la mise de fonds, il a utilisé un prêteur privé pour venir, pour avoir la mise de fonds pour financer son acquisition. Okay? Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo 1, il faut absolument qu'une mise de fonds soit déposée chez le notaire pour qu'une transaction puisse se compléter. S'il n'y a pas de mise de fonds qui est déposée dans le compte en fidéicommis d'un notaire, la banque ne va pas débloquer l'argent restant pour le financement, donc la transaction va bloquer. En d'autres mots, il faut absolument que la mise de fonds soit mise chez le notaire. Donc, revenons à nos moutons. Dans mon exemple, achat à 400 000 encore une fois, taxe municipale scolaire 103 195, assurance habitation, tout ça, ça ne change pas, 250 $ par mois. Sauf la mise de fonds qu'on va venir emprunter d'un prêteur privé. Comme je disais dans mon exemple, qu'il y a des prêteurs privés pour des petits prêts, on va chercher 20 000 $. Parfait. L'hypothèque, parce qu'on est avec une banque traditionnelle, l'hypothèque à 5,50, on est à 2 929. Un petit peu dans le premier exemple que je vous ai montré avec une banque traditionnelle, ça aurait été quoi les mensualités, le déficit en finançant pour un duplex. Là, encore une fois, 740 plus 1400, on est en mesure de collecter 2140 $ par mois, mais ça nous donne un déficit de 789 $ par mois. Mais là, flasher, on est venu emprunter le 20 % de mise de fonds et vient d'un prêteur privé. Donc, la mensualité le remboursement, plutôt, la mensualité du remboursement du 20 000 qu'on a utilisé un prêteur privé pour aller chercher le 20 000 $, la mensualité liée à ça est d'environ 1 786 $ et 35 sous. Donc, on rajoute cela à votre déficit. Ça nous donne un déficit total de 2 575 et 35 sous pour un duplex qui est zéro rentable et sans compter les coûts fixes, Internet, Hydro-Québec, le cellulaire, la voiture, l'épicerie, les activités, le gym, les abonnements plutôt, les enfants, les activités. Hey! Donc, alors pouvez-vous voir que ça ne fait aucun sens d'aller pour un duplex, pour une propriété qui n'est pas un projet rapide, une propriété qu'on va être propriétaire occupant, qu'on va habiter ou que c'est pour notre premier duplex, pouvez-vous voir que d'aller emprunter la mise de fonds d'un prêteur privé ou d'aller se financer pour l'acquisition d'un petit plex qu'on va garder sur le long terme, qui ne nécessite pas de travaux, pas de porte de sortie pour le prêteur privé, pouvez-vous littéralement comprendre et voir que ça ne fait aucun sens, zéro sens. Donc,
comprenez-vous que les meilleurs projets sont ceux avec des mises de fonds accumulées. Et quand je parle de meilleurs projets, les projets résidentiels, les projets pour les petits plex, les projets qu'on a l'intention de garder sur le long terme, les projets qui ne sont pas des gros projets d'envergure pour les gens qui sont rendus au niveau 3, 4, 5, 6, pour les gens qui ont beaucoup d'expérience, que ce soit en rénovation, en flip, en strip complet, en conversion, en construction neuve, ou pour des propriétés avec des gros problèmes que les banques ne veulent pas financer. Pour tout ce qui est en bas de ça, les petits projets, pour des premiers acheteurs, c'est beaucoup mieux. Les projets les plus viables sont des projets avec des mises de fonds accumulées. Et ça, cette expression-là, ce contexte-là qu'il faut comprendre, provient des courtiers et des spécialistes hypothécaires que je côtoie à tous les jours. Les meilleurs dossiers, les meilleurs financements, les dossiers les plus faciles dans les banques sont les dossiers avec des mises de fonds accumulées. Des dons, des lettres de dons, ça peut passer. C'est quoi le projet? Mais encore une fois, vous n'êtes pas pris avec d'autres surcharges de frais et de mensualités que vous devez rajouter là-dessus. Parce qu'en ce moment, il y a toujours des bons deals, il y a toujours des moyens d'être cash flow dans des opportunités. La seule chose, c'est ce n'est pas toutes les propriétés, ce n'est pas à n'importe quel prix, ce n'est pas dans n'importe quelle condition. OK? C'est la fin du chapitre 3. Ça complète la trilogie sur acheter avec ou sans mise de fonds. Est-ce que ça fait du sens? Dites-moi dans les commentaires, avec le chapitre 1, 2, 3, puis surtout avec le prêteur privé, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est viable? Est-ce que vous voyez que ça fait du sens pour quelqu'un qui désire commencer, pour quelqu'un qui c'est sa première ou deuxième acquisition? Parce que lorsqu'on est à un niveau plus avancé, c'est totalement différent. C'est d'autres projets, c'est d'autres choses qui sont mises en place, qui sont mises au jeu. Écrivez dans les commentaires, Better Call Chris, est-ce que vous désirez d'autres stratégies gagnantes de la sorte? Regardez, si vous avez aimé ce genre de contenu-là, si vous en voulez d'autres, parce que regardez, je vais être franc avec vous, les autres mini-classes que j'ai le goût de vous faire, c'est de mini-classes du type, si j'étais limité avec X montant de mise de fonds, puis j'étais limité avec quel type de propriété, qu'est-ce que je ferais comme projet, qu'est-ce que je ferais avec la propriété, comment je pourrais m'assurer d'aller me chercher une rentabilité, d'aller me chercher un cash flow, qu'est-ce que je ferais pour flip la propriété, qu'est-ce que je ferais pour me créer de la valeur, créer un effet de levier dans un court laps de temps avec différents types de propriétés, dans différents contextes, avec différentes types de mise de fonds, les choses que je vois dans les day-to-day. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de mini-classe-là. Écrivez dans les commentaires l'emoji d'éclair, éclair, 2 fois l'éclair et Better Call Chris. OK? Aussi, je vous félicite d'être resté jusqu'à la fin parce que vous faites partie du top de 1% des gens qui commencent quelque chose et qui le complètent. Je vous félicite pour ça. Pendant que vous y êtes, écrasez le bouton j'aime, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'est la seule manière que l'algorithme va me proposer à d'autres personnes comme vous qui peuvent bénéficier des stratégies gagnantes que je partage avec vous gratuitement. Et non seulement, mais en vous abonnant à ma chaîne, ça me donne le fuel, ça me donne l'énergie, ça me donne le boost que j'ai besoin pour aller chercher des invités, aller chercher des outils ou de mettre en place les efforts nécessaires pour vous créer du contenu wow qui peuvent littéralement vous transformer votre vie grâce au véhicule de l'investissement immobilier. Et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes de la sorte, je vous suggère d'aller regarder une de ces 2 vidéos-là.